Bonjour, ici c'est Mystérieuses affaires criminelles. On raconte la face sombre des histoires vraies, celles qui vous glacent jusqu'à l'âme. Un couple modèle, une maison tranquille dans un quartier paisible. Aux yeux de tous, ils incarnaient la stabilité, l'amour et la réussite. Mais derrière cette façade parfaite, un piège mortel était en train de se refermer. Un matin, tout a basculé. Des coups de feu, des cris, le sang répandu sur le trottoir d'une banlieue américaine. Un mari abattu de sang-froid, à quelques mètres seulement de sa porte. Une épouse qui pleure, supplie et joue la veuve éplorée devant les caméras. Mais derrière ces larmes se cachait un secret si sombre, si dérangeant, qu'il a fini par choquer tout un pays. Car dans cette affaire, rien n'était dû au hasard. Chaque geste, chaque mot, chaque manipulation avait été soigneusement pensé. Et l'ennemi n'était pas celui qu'on croyait. Préparez-vous. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire terrifiante. Sans plus tarder, allons-y. James Faith, ou Jamie comme ses proches l'appelaient avec tendresse, a vu le jour un 11 mai 1971 à Madison, dans le Wisconsin. Un gamin ordinaire, du moins en apparence. En 1994, diplôme du lycée en poche, il a foncé à l'université avec une idée fixe, décrocher son titre en informatique. Et il l'a fait. Objectif atteint. Une fois diplômé, il est resté dans sa ville natale, enchaînant les années comme ingénieur en programmation. Jamie, c'était l'image parfaite du jeune homme ambitieux. Toujours à la recherche de nouvelles expériences, il changeait d'entreprise comme d'autres changent de chemise, juste pour apprendre plus, pour se perfectionner. Partout où il passait, il laissait derrière lui la même réputation, un professionnel irréprochable. On disait même de lui qu'il était marié à son travail. Et ça ne l'embarrassait pas. Il l'avouait lui-même, se marier, fonder une famille, très peu pour lui. Ou du moins, c'est ce qu'il répétait. Et pourtant, malgré cette façade d'homme uniquement dévoué à son boulot, Jamie avait un cercle d'amis large, solide. Il savait être sociable, attachant, quelqu'un qu'on aimait côtoyer. Ses histoires d'amour, en revanche, un désastre à répétition. Mais attention, ne croyez pas qu'il était instable ou froid, bien au contraire. Ceux qui le connaissaient bien décrivaient un homme droit, chaleureux, profondément attaché aux valeurs familiales. Ajoutez à ça une passion pour les animaux et une éthique de travail en béton. Vous obtenez le portrait d'un type qui, sur le papier, avait tout pour inspirer confiance. À l'automne 2005, Jamie est parti en Arizona. Il avait alors 34 ans. C'est là, dans un bar, qu'il a rencontré Jennifer Cardell, une spécialiste de santé. Dès leur première rencontre, ils ont parlé jusque tard dans la nuit. Puis, leur relation a commencé à se développer. Pendant ce voyage, ils se sont vus de plus en plus souvent et ils ont décidé de continuer. Très vite, Jennifer a présenté son nouveau compagnon à sa fille de 8 ans, Amber, née d'une relation précédente. Jamie a trouvé immédiatement un terrain d'entente avec elle, créant un lien naturel. Peu de temps après, il a déménagé en Arizona pour vivre avec Jennifer et Amber comme une véritable famille. Sur le plan professionnel, sa carrière a également pris son essor. Il a progressé chez American Airlines, gravissant les échelons pas à pas. Tout semblait bien se dérouler. Au fil des années, Jamie a construit une relation solide et harmonieuse non seulement avec Jennifer, mais aussi avec Amber, qu'il traitait comme sa propre fille. Leur lien n'a fait que se renforcer avec le temps. Jamie était l'exact opposé des relations ratées de Jennifer, en particulier avec le père biologique d'Amber. Celui-ci l'avait quitté dès qu'il avait appris sa grossesse. Jennifer le décrivait comme un homme brutal et violent qui la maintenait dans la peur et la frappait régulièrement. À cause des nombreux échecs passés, ou peut-être à cause de la vision que Jamie avait du mariage, ils ont longtemps choisi de simplement vivre ensemble. Mais des années plus tard, durant l'été 2012, le couple a finalement décidé de se marier à Las Vegas. En 2017, ils étaient ensemble depuis 12 ans, dont 5 en tant qu'époux. À ce moment-là, Jamie a obtenu un nouveau poste important chez American Airlines, ce qui avait nécessité un déménagement de l'Arizona vers le Texas. Ils se sont installés à Dallas. En parallèle, Jamie a commencé à construire une maison dans le quartier d'Oak Cliff, en Californie, à environ 11 km de la ville. Pour lui, c'était l'endroit idéal pour vivre. Le couple est rapidement devenu assez populaire dans le voisinage. Ils étaient amicaux,
ouverts, toujours prêts à échanger. Très vite, ils ont noué un lien solide avec leurs voisins. Une fois la construction de leur maison terminée, ils ont pris l'habitude d'organiser régulièrement des barbecues le week-end, invitant tout le voisinage. Jamie restait fidèle à lui-même, travailleur, bienveillant, agréable en société. Il avait adopté un chien qu'il aimait promener chaque matin avant de partir au travail. Tout donnait l'impression que leur vie suivait tranquillement son cours, sans qu'aucune ombre n'annonce la tragédie à venir. En octobre 2020, Jamie et Jennifer étaient mariés depuis déjà 8 ans. Ils vivaient dans leur maison depuis plus de 3 ans. Le 8 octobre marquait d'ailleurs leur anniversaire de mariage. Ce jour-là marquait le 15e anniversaire de leur rencontre. Le couple avait passé la soirée autour d'un dîner de célébration et le lendemain matin, vendredi 9 octobre 2020, Jamie, âgé de 49 ans, se préparait à partir travailler avant le week-end. Vers 7h30, il a pris son chien adoré pour une courte promenade, comme il en avait l'habitude, avant de rejoindre son bureau. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel l'attendait. Malgré l'heure à laquelle beaucoup de gens partaient normalement au travail, le quartier restait étrangement calme. Leur maison se trouvait dans un endroit très tranquille et isolé. Des caméras de surveillance installées autour de la propriété ont filmé la scène. Jamie et Jennifer sortant avec leur chien, avançant le long de l'allée vers la rue, sans se douter que ces instants seraient les derniers pour lui. De l'autre côté de la route, un pick-up noir était garé. Soudain, un inconnu en est sorti, le visage dissimulé derrière un masque bleu. Il a immédiatement levé une arme et l'a pointée sur Jamie Faith. Tout s'est déroulé à une vitesse fulgurante. Jamie n'a eu presque aucune chance de réagir. Pris de court, il n'a même pas eu le temps de s'enfuir. L'assaillant a ouvert le feu, déchargeant entièrement son pistolet. 9 balles ont été tirées, dont 7 ont atteint leur cible. Les détonations ont été suivies par des cris déchirants, ceux d'une femme. Les voisins, alertés par le vacarme, sont sortis de leur maison toute proche. Ils ont vu Jennifer, figée près du corps de Jamie, le visage marqué par l'horreur. Et chose glaçante, l'agresseur n'a même pas pris la fuite. L'agresseur s'est immédiatement tourné vers Jennifer. Il l'a bousculée, l'a projetée au sol, puis lui a attaché les poignets avec du ruban adhésif avant de tenter de lui arracher son alliance. Mais le chien du couple ne s'est pas contenté de regarder. Il a bondi sur le criminel, le mordant et le distrayant quelques secondes. L'homme a réussi à se défendre à coups de pieds et de poings, mais cette diversion a suffi pour attirer l'attention. À ce moment-là, plusieurs voisins étaient déjà sortis de chez eux et assistaient à la scène avec stupeur. Le meurtrier, croisant leurs regards, a soudain interrompu son attaque. Il s'est précipité vers son pick-up noir garé en face, a démarré en trombe et a disparu, pneus hurlants, dans la rue. Plusieurs témoins ont immédiatement appelé la police locale pour signaler ce qui venait de se passer. Des véhicules de secours et des patrouilles sont arrivés sur place en urgence. Mais il était trop tard. Les médecins n'ont pu que constater le décès de Jamie. Ses blessures étaient bien trop graves. Sur les 7 balles tirées, 3 avaient atteint son visage, 3 autres sa poitrine et la dernière son abdomen. L'homme a perdu son sang en seulement quelques minutes. L'autopsie a confirmé la brutalité de l'attaque. La moitié des blessures ont été mortelles. Ce constat a immédiatement interpellé les enquêteurs. Pour eux, il devenait clair que le tireur savait manier une arme, peut-être un militaire, peut-être un ancien policier. Jamie Faith est mort le 9 octobre 2020, à seulement 10 mètres de la porte de sa maison. La nouvelle a bouleversé tout le quartier. Tandis que son corps était transporté, les experts en criminalistique ont commencé à examiner minutieusement les lieux. De leur côté, les détectives ont entrepris de recueillir les premiers témoignages. Jennifer, sous le choc, n'a heureusement subi que de légères blessures. Jennifer a reçu les soins médicaux dont elle avait besoin. La bande adhésive utilisée par l'agresseur pour lui attacher les poignets a été immédiatement envoyée en analyse. Même si elle n'avait pas été blessée physiquement, beaucoup s'inquiétaient pour elle. Après tout, elle venait d'assister, impuissante, au meurtre brutal de son mari, avec qui elle partageait sa vie depuis 15 ans. Malgré les larmes, Jennifer a tout de même pu répondre aux enquêteurs. Elle a décrit l'agresseur comme un homme portant un masque bleu, racontant en détail comment il avait ouvert le feu sans prévenir sur Jamie. Puis, une fois ses munitions épuisées,
comment il lui avait attaché les poignets avec du ruban pour tenter de lui arracher sa bague. Selon ses dires, il avait réussi à lui prendre son alliance précieuse avant de bondir dans un pick-up noir et de disparaître. En parallèle de son témoignage, les voisins ont remis aux policiers les enregistrements de leurs caméras de surveillance. Dans ce quartier résidentiel, pratiquement chaque maison en possédait une. Les enquêteurs se sont alors concentrés sur un détail essentiel, le véhicule, car l'agresseur masqué était impossible à identifier. En revanche, les plaques d'immatriculation pouvaient offrir une piste. Jennifer, de son côté, était persuadée qu'il s'agissait d'un braquage au hasard. Elle affirmait que le couple n'avait aucun ennemi connu. Mais sur les vidéos, aucun numéro de plaque n'était visible. On a seulement pu confirmer la marque du pick-up. Et il y avait encore un autre détail, quelque chose de bien plus important. Sur la vitre arrière du pick-up, les enquêteurs ont remarqué une lettre T collée. Le symbole ressemblait fortement à l'emblème de l'équipe de baseball des Texas Rangers. Quand on a demandé à Jennifer si elle connaissait quelqu'un dans son entourage qui en était fan, elle a eu du mal à répondre. Folle de chagrin, la veuve est même apparue à la télévision, suppliant publiquement le meurtrier de se rendre à la police. Plus tard, elle a de nouveau été entendue, cette fois au poste. Jennifer pleurait sans arrêt, peinant à s'exprimer. Mais, assez rapidement, elle a réussi à reprendre ses esprits et à donner plus de détails. Elle a expliqué qu'elle avait vu les yeux de l'agresseur à travers le masque. Ils étaient très sombres. Elle a aussi donné une description plus précise de ses vêtements, ainsi que du déroulement de l'attaque. Elle a ajouté qu'après lui avoir scotché les poignets, le criminel l'avait frappé au visage. Cette version a été confirmée par les témoins qui avaient accouru dans la rue. Sur le corps de Jennifer, les médecins ont effectivement constaté une petite éraflure. Jennifer, encore une fois, a insisté sur l'idée qu'il s'agissait d'une tentative de vol, mais plusieurs éléments ne collaient pas avec ce scénario. D'abord l'heure choisie, une matinée de semaine, en plein quartier résidentiel. Ensuite, l'attitude même de l'agresseur, qui ne semblait pas vraiment chercher à se cacher. Tout cela n'avait rien d'un vol classique, et c'est bien ce qui a commencé à intriguer les enquêteurs. Quel était le vrai motif de ce crime? La police avait beaucoup de mal à croire qu'un homme, en passant simplement en voiture par ce quartier résidentiel, avait soudain décidé de braquer un couple aperçu au hasard, sortant avec son chien. Tout indiquait au contraire que l'assaillant s'était préparé, qu'il n'avait pas peur d'être vu et que sa cible principale avait bien été James Faith. La tentative d'arracher une bague et l'attaque contre Jennifer semblaient plutôt être un écran de fumée destiné à masquer ses véritables intentions. Le fait que le tireur ait immédiatement ouvert le feu sur Jamie renforçait cette idée. Il devait y avoir un mobile personnel. Et autre détail troublant, il n'avait jamais tiré sur Jennifer. Pour les enquêteurs, c'était un indice de plus qui ne collait pas avec la version d'un simple vol. Ils ont donc décidé de parler à Jennifer une nouvelle fois. L'hypothèse retenue était claire. Jamie avait probablement un ennemi mortel. Restait à découvrir qui. Jennifer, en larmes, a juré que leur couple était heureux. Elle a rappelé qu'ils venaient de fêter leurs 15 ans de vie commune la veille du drame, un événement qu'elle décrivait comme joyeux et profondément symbolique. Elle présentait Jamie comme un homme merveilleux, aimant, attentionné, d'une grande douceur, et assurait qu'il était impensable qu'il ait pu avoir un ennemi aussi dangereux. Peu après, Jennifer et sa fille Amber ont créé une page GoFundMe pour demander un soutien financier et réunir de quoi couvrir les frais des funérailles. La jeune femme soulignait qu'elle était femme au foyer et qu'elle devait désormais affronter de lourdes difficultés économiques après la perte brutale de son mari. L'initiative a été accueillie très favorablement par tous ceux qui voulaient aider. En peu de temps, plus de 60 000 $ ont été récoltés. Jennifer a aussi pu compter sur la solidarité de ses voisins qui l'ont même soutenue en lui apportant de la nourriture. La jeune veuve partageait volontiers ses émotions, y compris avec les journalistes. Elle racontait l'horreur qu'elle avait vécue et répétait son espoir que le meurtrier soit rapidement arrêté. Grâce aux dons, Jennifer Faith a organisé 2 cérémonies funéraires pour Jamie, l'une à Dallas et l'autre à Phoenix. Pendant ce temps, les détectives travaillaient activement à retrouver le criminel. Sur les lieux, en plus de la description précise du véhicule, ils ont découvert des douilles de calibre 45,
le ruban adhésif utilisé contre Jennifer, ainsi que des traces laissées par l'assaillant. Les balles extraites du corps de Jamie ont été envoyées en expertise balistique. Mais l'attention principale restait tournée vers les enregistrements des caméras de surveillance. C'est ainsi que les enquêteurs ont trouvé des images captées quelques heures avant le meurtre, alors qu'il faisait encore nuit. On pouvait y voir un homme marcher le long de la clôture de la maison des Faith. Il semblait observer attentivement les lieux. Sa tenue correspondait étrangement à celle portée par le tireur lors de l'attaque. Son comportement était clairement suspect. Dès lors, une chose est devenue certaine. Il ne s'agissait pas d'une fusillade aléatoire. Il était désormais évident que l'agresseur s'était intéressé spécifiquement à cette famille. Et cette constatation a soulevé une série de questions. Quel lien existait-il entre lui et le couple Faith? Les détectives ont alors décidé d'élargir leur enquête. Ils ont demandé à la veuve de remettre son téléphone portable, ainsi que celui de Jamie. Sur le téléphone de la victime, ils n'ont rien trouvé de compromettant. Aucune trace de conflit, aucune correspondance suspecte. Mais en examinant celui de Jennifer, les enquêteurs ont découvert un message troublant, envoyé seulement quelques semaines avant le meurtre. Dans ce texto adressé à une amie, elle mentionnait un homme prénommé Darren. Et le contexte de la conversation laissait entendre qu'il représentait bien plus qu'un simple ami ou une vague connaissance. Les policiers ont donc interrogé cette amie, qui a confirmé avoir entendu parler d'une possible liaison. Mais elle ne connaissait pas les détails. L'attention des enquêteurs s'est alors portée sur cet homme. Qui était ce Darren? Rapidement, son identité a été confirmée. Il s'agissait de Darren Lopez, 48 ans, vétéran de l'armée américaine. Il avait servi en Irak et en Afghanistan. Au moment du meurtre, il était divorcé et vivait seul dans une ferme à Cumberland Furnace, dans le Tennessee. Un petit village du comté de Dixon, situé à près de 1000 km de Dallas. Ce détail intriguait particulièrement. Pourquoi Jennifer, veuve et pleurée, avait-elle parlé de ce Darren juste avant la mort de son mari? Quelle était la véritable nature de leur relation? En creusant, les enquêteurs ont découvert que Jennifer et Darren n'étaient pas de simples amis. Leur histoire remontait bien plus loin. Au lycée, ils avaient été en couple et étaient même allés ensemble au bal de fin d'année. Plus tard, ils avaient étudié dans le même collège, où leur relation avait continué. Tout avait basculé lorsque Darren était parti servir dans l'armée. Son départ à l'étranger avait brisé les projets du couple. À cette époque, ils envisageaient même de se marier. Mais une fois engagés, leurs chemins s'étaient séparés et il semblait qu'ils ne s'étaient plus revus pendant plusieurs décennies. Alors comment Darren était-il revenu dans la vie de Jennifer? Les enquêteurs ont découvert que, lorsqu'il avait quitté l'armée en 2017, il avait divorcé de sa femme. À 48 ans, l'ancien militaire vivait seul sur une ferme isolée. Il avait coupé presque tout contact avec ses 4 enfants. Son passé de soldat pesait lourd. Lors d'une mission en Irak, une bombe avait explosé tout près de lui causant une grave blessure à la tête. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un homme fragile, souffrant de dépression et d'un stress post-traumatique sévère qui s'éloignait de plus en plus du monde extérieur. À cela s'ajoutaient d'importants problèmes financiers. Et comme si la vie ne l'avait pas déjà suffisamment frappé, l'année 2020 avait porté un nouveau coup, la pandémie de Covid. Le confinement avait plongé Darren dans un isolement encore plus profond. Pour tenter d'échapper à ce quotidien étouffant, il avait commencé à renouer des liens sur Internet avec d'anciens amis et connaissances. Et parmi ses contacts se trouvait Jennifer Faith, son amour de jeunesse, celle avec qui il avait partagé ses années de lycée et de fac. À la fin de l'année 2020, Darren a écrit pour la première fois à Jennifer. Très vite, ils ont commencé à échanger plusieurs messages par jour en ligne. Au début, leurs discussions portaient simplement sur leurs souvenirs communs, sur le temps passé et sur ce que la vie leur avait réservé. Tout ressemblait à de banals dialogues amicaux, mais environ un mois après ce premier contact, Darren s'est confié. Il a avoué qu'il avait pensé à elle pendant toutes ces années de service militaire. Et Jennifer semblait répondre à ses sentiments. À partir de ce moment-là, leurs conversations sont devenues encore plus intenses et intimes. La veuve a commencé à lui dire qu'elle aussi avait toujours ressenti quelque chose pour lui. Peu à peu, ils ont commencé à s'échanger des photos et même à parler d'un avenir ensemble. Ils évoquaient l'idée de vivre sur sa ferme.
Tout cela paraissait de plus en plus suspect aux enquêteurs qui ont décidé de creuser davantage du côté de Darren. Un premier détail a rapidement sauté aux yeux, son véhicule. Darren conduisait un pick-up noir Nissan, exactement le même modèle que celui filmé par les caméras de surveillance dans le quartier des Faith. Mais le plus troublant était encore à venir. La veille du meurtre, le 8 octobre 2020, Darren avait confié à ses proches qu'il partait pour une partie de chasse. En réalité, il avait parcouru près de 1000 kilomètres en 12 heures, quittant le Tennessee pour rejoindre Dallas. Ce trajet a été confirmé à la fois par le système de navigation de son véhicule et par les caméras de surveillance routière qu'il avait filmées sur le parcours. Les enquêteurs ont établi qu'au petit matin du 9 octobre, Darren se trouvait déjà à Oak Cliff. Et lorsqu'ils ont comparé ces photos avec l'homme aperçu quelques heures avant le meurtre en train d'observer la maison des Faith à travers la clôture, la ressemblance était frappante. En analysant leurs échanges, les enquêteurs ont découvert l'ampleur de cette relation secrète. Au cours des 7 derniers mois, Darren et Jennifer avaient échangé plus de 40 000 messages ainsi que des centaines d'heures de conversations téléphoniques. Le détail le plus troublant, c'est que Jennifer avait supprimé de son téléphone toutes les preuves de ses échanges avec Darren. C'est pour cette raison que les enquêteurs n'avaient rien trouvé lors de la première vérification. Heureusement pour eux, le principal suspect, lui, n'avait pas pris autant de précautions. Toutes les données étaient restées intactes sur son portable. Les détectives ont donc continué à analyser la relation des anciens amoureux. Et ce qu'ils ont découvert s'est révélé accablant. 28 heures seulement après le meurtre de Jamie Faith, Jennifer et Darren s'étaient retrouvés. Encore plus suspects. Dans leur message, Jennifer avait averti son amant que la police commençait à avoir des doutes, qu'elle avait désormais une description de lui, et même de son véhicule. Elle lui avait alors conseillé d'enlever la fameuse autocollante en forme de T, symbole de son équipe de baseball préférée, ce qu'il avait fait immédiatement. Avant d'arrêter Darren, les enquêteurs avaient interrogé plusieurs personnes de son entourage. Toutes avaient confirmé que le vétéran avait conduit pendant des années avec cette fameuse lettre T collée sur la vitre arrière de son pick-up. Or, étrangement, l'autocollant avait disparu juste après la fusillade. La police a donc décidé de passer à l'action. Munis d'un mandat, les agents se sont rendus à sa ferme. Sur place, ils ont trouvé une arme de calibre 45 qui avait aussitôt été envoyée en analyse balistique. Ils ont également découvert une cagoule bleue, identique à celle décrite par les témoins de l'attaque. Les résultats ne laissaient aucun doute. C'était bien avec ce pistolet que James Faith avait été exécuté. Mais ce n'était pas tout. Dans le véhicule de Darren, les enquêteurs ont aussi retrouvé plusieurs cartes de crédit, toutes au nom de Jennifer Faith. En vérifiant les relevés, ils ont découvert que la femme soutenait financièrement son amant depuis un certain temps déjà, l'aidant à combler ses dettes et à surmonter ses problèmes d'argent. Jennifer avait même acheté à Darren plusieurs articles d'électronique coûteux, ainsi qu'un billet d'avion pour qu'il puisse partir en vacances avec ses enfants. Elle lui répétait de ne jamais se priver de rien. Mais le plus choquant était encore à venir. Les enquêteurs ont découvert qu'elle utilisait en réalité l'argent récolté sur la page GoFundMe, non pas pour financer les funérailles de Jamie, mais pour aider l'homme soupçonné de l'avoir assassiné. En effet, les frais liés aux cérémonies funéraires n'avaient jamais été réglés. La dette restait inscrite au nom de Jennifer. Lorsque cette révélation a éclaté, l'opinion publique a été scandalisée par tant de cynisme. Face à l'indignation générale, GoFundMe a pris position. La plateforme a proposé un remboursement intégral à tous ceux qui avaient fait un don. Et beaucoup ont immédiatement récupéré leur argent. Le 11 janvier 2021, Darren Lopez a été arrêté chez lui dans le Tennessee. Il a été inculpé pour meurtre au premier degré. Jennifer, de son côté, a été interrogée une nouvelle fois. Elle a nié toute implication. Mais très vite, les enquêteurs ont compris qu'elle était bien plus manipulatrice et calculatrice que son complice. Ces contradictions l'ont trahi. La soi-disant veuve éplorée, autrefois omniprésente dans les médias, s'est soudain murée dans le silence. Elle ne répondait plus à personne, refusait toute interview et évitait soigneusement les questions concernant ses liens avec l'assassin de son mari. C'était un contraste saisissant avec son attitude des premières semaines, lorsqu'elle enchaînait les déclarations publiques, les yeux baignés de larmes. Un seul élément, pourtant, n'avait pas changé, sa relation avec Darren. Même après son arrestation,
Jennifer avait continué à entretenir le contact avec lui. Les enquêteurs ont découvert qu'elle utilisait une tierce personne pour lui transmettre des messages en prison. Plusieurs de ces échanges secrets ont même été interceptés. Dans ces messages, Jennifer écrivait à Darren qu'elle l'aimait profondément, qu'elle ne l'abandonnerait jamais, quoi qu'il arrive. Un comportement qui a immédiatement renforcé les soupçons des enquêteurs. Il paraissait de plus en plus évident qu'elle n'était pas une simple spectatrice, mais qu'elle avait activement participé au plan, voire qu'elle en avait été la véritable instigatrice. Un élément de poids est alors apparu. Le mobile. Jamie possédait une police d'assurance vie d'un montant de 628 000 $, et son unique bénéficiaire n'était autre que Jennifer. Plus troublant encore, ce contrat avait été signé seulement quelques mois avant sa mort. La veuve, désormais suspecte, tentait déjà de toucher l'argent. Elle confiait même à Darren, par message, qu'elle était frustrée de ne pas pouvoir en bénéficier tant que l'enquête sur l'assassinat n'était pas terminée. Pendant que Darren Lopez restait derrière les barreaux, les enquêteurs ont fouillé les appareils électroniques de Jennifer, son téléphone, son ordinateur et son ordinateur portable. Les résultats ont confirmé leurs pires soupçons. Ils ont découvert que Jennifer avait créé un faux compte, afin de correspondre avec Darren en se faisant passer pour Jamie lui-même. Une manipulation destinée à embrouiller non seulement les policiers, mais aussi son amant, qui croyait réellement échanger avec son rival. Et ce n'était pas tout. Darren recevait aussi des messages envoyés depuis des comptes appartenant, en apparence, à des proches de Jennifer. Tous allaient dans le même sens, confirmant son récit. Mais c'était une mise en scène grossière. Le cœur de ces échanges était glaçant. Jennifer affirmait que Jamie l'avait violentée durant des années, qu'il la frappait régulièrement, et qu'il avait même abusé de sa propre fille depuis le début de leur relation. Pour rendre ses propos crédibles, elle envoyait à Darren des photos de blessures qu'elle prétendait être les traces laissées par les coups de son mari. Une histoire effroyable, mais entièrement fabriquée. Tout cela avait un but précis, alimenter la haine de Darren contre Jamie. Jennifer entretenait son récit, décrivant sans cesse des scènes d'horreur dans lesquelles elle affirmait subir des violences atroces, de plus en plus cruelles et humiliantes. Elle écrivait qu'elle vivait dans la peur permanente, persuadée que si elle quittait son mari, il finirait par la tuer. Les enquêteurs, bien sûr, ont vérifié chacune de ces affirmations, mais aucune ne tenait debout. Pas une seule personne de l'entourage de Jamie n'a confirmé qu'il ait jamais levé la main sur sa femme, ni même haussé la voix contre elle. Sa famille, bouleversée par de telles accusations, a tout nié avec force. Tous le connaissaient comme un homme amical pacifique, qui fuyait les conflits et savait apaiser les tensions. Ses proches, désemparés, se posaient une question simple. Si Jennifer était vraiment victime de violence, pourquoi était-elle restée avec lui pendant 15 années, sans jamais chercher à le quitter ni à protéger sa fille? Les découvertes des enquêteurs ont fini par révéler la vérité. À travers son faux compte, Jennifer envoyait à Darren des photos prétendument prises après des agressions. En réalité, elle les avait trouvées sur Internet. Sur aucune de ces images, son visage n'apparaissait. De plus, aucune plainte pour violence conjugale n'avait jamais été déposée par elle. Les analyses informatiques ont montré qu'elle avait fait des recherches en ligne pour trouver ce genre de clichés. Certaines des images provenaient directement de sites accessibles à tous. C'était donc une manipulation, savamment orchestrée, avec un seul objectif, convaincre Darren de tuer Jamie. Et l'ancien militaire, prisonnier de ses sentiments, avait cru chaque mensonge. Même derrière les barreaux, il restait persuadé que Jennifer avait dit la vérité. Darren a continué à croire Jennifer jusqu'au bout, jusqu'au moment où son avocat lui a présenté toutes les preuves démontrant que les photos de blessures étaient fausses. Le choc a été brutal. Même la fille de Jennifer a affirmé que Jamie ne l'avait jamais touchée ni harcelée. Darren, anéanti, a enfin compris. Il a reconnu avoir détruit une famille et tué un homme innocent. Heureusement pour les enquêteurs, le suspect a commencé à parler. Il a avoué qu'en août 2020, il avait rencontré Jennifer en personne et que c'était elle qui lui avait demandé de tuer Jamie. Ensemble, ils avaient planifié l'attaque en détail. Et c'est Jennifer qui avait imaginé le scénario principal. Darren, lui, n'avait fait qu'exécuter ce plan à une nuance près. Il était arrivé à Dallas un peu plus tôt que prévu. C'est ce qui l'avait trahi,
car il avait alors été filmé par les caméras de surveillance en train d'observer la maison des Faith à travers la clôture. En février 2021, à peine un mois après l'arrestation de Darren, Jennifer a été interpellée à son tour. Dans un premier temps, elle a été accusée d'entrave à la justice. Mais quelques mois plus tard, en septembre 2021, les charges se sont alourdies, meurtre au premier degré et incitation au meurtre. Jennifer a d'abord refusé de reconnaître sa responsabilité. Elle affirmait que son ex avait agi par jalousie et qu'il inventait toutes ces histoires pour rejeter la faute sur elle. Mais les mois passés derrière les barreaux ont changé la donne. Les preuves accumulées contre elle étaient si accablantes que la peine de mort planait désormais comme une menace bien réelle. Et la pression du bureau du procureur se faisait de plus en plus forte. Sur les conseils de son avocat, Jennifer a fini par accepter de dire la vérité, mais seulement après qu'on lui ait proposé un accord avantageux. Elle devait reconnaître avoir incité Darren au meurtre de son mari, en échange de quoi elle pouvait espérer éviter la peine capitale et être condamnée à la prison à vie. Lors de ses aveux, la manipulatrice a également admis que toutes ces accusations contre Jamie, les violences, les viols présumés sur sa fille, n'étaient que des mensonges inventés de toutes pièces. Pour la famille de Jamie, ce fut un soulagement immense. Son honneur était enfin rétabli, son nom lavé de ces calomnies. Le 22 février 2022, dans le cadre de cet accord avec le parquet, Jennifer Faith a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Ces révélations ont poussé d'anciens compagnons de Jennifer à témoigner. Parmi eux, Rick, un homme avec qui elle avait été en couple avant Jamie. Lui aussi a raconté avoir été victime des mêmes stratagèmes. Il s'est dit stupéfait par l'ampleur tragique de l'affaire Faith, mais il n'a pas été surpris d'apprendre que Jennifer en était la clé. Selon lui, elle avait déjà utilisé la même mécanique de mensonge, inventé des histoires de violence domestique, le présenter comme un bourreau, tout en entretenant une liaison parallèle. Et surtout, elle avait tenté de le convaincre de souscrire une assurance vie. Par chance, Rick avait découvert à temps ses manipulations et avait réussi à s'éloigner d'elle. Avec le recul, il comprenait qu'il avait échappé à un destin potentiellement aussi funeste que celui de Jamie. Rick a décrit Jennifer comme la personne la plus cruelle et la plus cupide qu'il ait jamais rencontrée. En juin 2023, ce fut au tour de Darren Lopez de faire face à la justice lors de son propre procès. Contrairement à Jennifer, Darren n'a jamais reconnu sa culpabilité. Il a soutenu qu'il avait été la victime des manipulations de son ancienne compagne. Pour étayer sa défense, son avocat a présenté des centaines de messages dans lesquels apparaissaient les fausses photos et les accusations inventées par Jennifer, affirmant qu'elle et sa fille subissaient des violences de la part de Jamie. L'accusé répétait qu'il n'avait pas pu rester indifférent face à ce qu'il croyait être un enfer. Selon lui, il avait voulu sauver Jennifer et l'aider à fuir une vie de souffrance. Il a même insisté sur le fait qu'il n'avait jamais eu de relation intime avec elle, qu'il s'agissait seulement de flirts et d'échanges affectueux à distance. Son avocat a aussi mis en avant son état psychologique, un stress post-traumatique et une grave blessure crânienne subie lors de la guerre en Irak. Mais le juge a balayé ses arguments d'un ton ferme. Il a rappelé que rien n'obligeait Darren à tuer Jamie Faith. Même en croyant aux mensonges de Jennifer, il aurait pu apporter directement les photos aux autorités. Les enquêteurs auraient fait leur travail et vérifié les faits. Darren a tenté de se défendre en expliquant qu'il avait résisté longtemps, qu'il ne voulait pas tuer Jamie, qu'il avait même proposé à Jennifer de simplement partir s'installer avec lui dans le Tennessee. Mais Jennifer avait affirmé que son mari ne les laisserait jamais tranquilles, qu'il les poursuivrait partout. Sous sa pression constante, Darren avait fini par céder et par accepter d'éliminer son rival. La tentative de l'accusé et de sa défense de le présenter comme une victime manipulée a échoué. À 51 ans, Darren Lopez a été condamné à 62 ans de prison. Il pourra demander une libération conditionnelle en 2051. Dans cette affaire, les masques sont tombés. Derrière les larmes se cachait la manipulation. Derrière l'amour, la haine, et derrière la promesse d'une vie de couple, un contrat de mort. Jennifer Faith a sacrifié son mari pour de l'argent et un fantasme d'adolescente.
Darren Lopez, lui, s'est laissé engloutir par un mensonge jusqu'à détruire sa propre vie. Jamie, lui, n'a jamais eu la moindre chance. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous glace le plus dans cette histoire? La manipulation sans limite d'une femme? Ou la faiblesse d'un homme prêt à tuer par amour aveugle? Écrivez-moi vos impressions dans les commentaires, je veux savoir ce que vous en pensez. Si cette affaire vous a bouleversé, n'oubliez pas de mettre un like et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines enquêtes. Ici, sur Mystérieuses Affaires Criminelles, on continue de raconter la face sombre des histoires vraies, celles qui vous glacent jusqu'à l'âme.